Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et mettez la cloche de notification. On fonce jusqu'à 1 million d'abonnés. Bonjour à tous. Bon, alors évidemment, nos plateformes de communication institutionnelle ne fonctionnent pas. Donc, ce que je vais faire pour cette semaine, c'est que je vous enregistre la vidéo du cours et puis le travail de la semaine. Ça va être de suivre ce cours via cette vidéo, de faire les exercices et de vérifier leur correction. Je vous mets en bas, sous la vidéo, les liens pour télécharger les fichiers, le cours, les exercices et la correction des exercices. Et je vous laisserai travailler tout seul. Donc aujourd'hui, 17e chapitre, sur l'équilibre chimique et le sens d'évolution spontanée que va prendre un système chimique suivant ce qu'on a mis comme réactif et comme produit dans le milieu. On a déjà abordé cette notion d'équilibre chimique. Donc on considère une réaction, une transformation qui est non totale. Non totale, ça veut dire que le réactif limitant ne disparaît pas totalement à l'état final et que l'avancement final qu'on notera XF est inférieur à l'avancement maximal qu'on peut calculer si la réaction est totale. Donc définition dans le programme d'une réaction non totale, c'est que tous les réactifs et les produits coexistent quand la réaction est terminée. Et je vais insister sur un point qui est la définition d'état d'équilibre. Alors c'est que les quantités des espèces ne varient plus en un état d'équilibre. Ça veut dire que l'état final, on peut aussi le noter état d'équilibre, remplacer le F par EQ pour équilibre. On dit que la réaction est équilibrée. On utilise le symbole de la double flèche pour exprimer ça. Je reviendrai un peu plus en détail dessus après. Et on définit le taux d'avancement comme le quotient de l'avancement final, XF, par l'avancement maximal, Xmax. Le taux d'avancement se note taux. Première ligne dans ce tableau-là, si la réaction est équilibrée, l'avancement final est plus petit que l'avancement maximal, et donc le taux d'avancement est inférieur à 1, et je mets la double flèche pour traduire ça. Dans le cas d'une réaction totale, l'avancement final est égal à l'avancement maximal, le taux d'avancement est égal à 1, et je symbolise ça avec une flèche dans un seul sens. Alors si le taux d'avancement vaut 1, je dis que la réaction est totale. Je peux aussi dire qu'elle est très avancée, parce qu'en fait une réaction totale, c'est un cas particulier de réaction équilibrée, où l'équilibre est très déséquilibré vers la droite. Et inversement, si j'ai un taux d'avancement qui est très inférieur à 1, ça veut dire que je fabrique très peu de produits, je vais dire que la réaction est très peu avancée. Maintenant, on va détailler un petit peu cette histoire d'équilibre, qui est un équilibre dynamique. Et je vais considérer une réaction générique où j'ai les réactifs A et B qui réagissent avec les coefficients stoichiométriques petit a et petit b pour former les produits C majuscule et D majuscule avec comme coefficients stoichiométriques petit c et petit d. Une réaction équilibrée avec ce symbole-là signifie qu'on modélise cet équilibre par deux réactions opposées, une dans le sens direct vers la droite et une dans le sens indirect vers la gauche. Le sens direct étant celui qui consomme les réactifs pour donner les produits, et le sens indirect étant celui qui consomme les produits pour former les réactifs. Et je m'aperçois que j'ai fait une faute de frappe dans mon cours que je corrige tout de suite. Alors on parle d'un équilibre dynamique parce qu'en fait, ces deux réactions-là se produisent continuellement, mais
se compensent. Ce qui fait que globalement, j'ai, d'un point de vue macroscopique, les quantités des réactifs et des produits qui sont constantes. Alors, je peux exprimer ça de façon un peu plus mathématique en parlant des vitesses de disparition et d'apparition de l'espèce A par exemple. Quand je regarde le sens direct, c'est le sens qui consomme mon espèce A, donc je parlais de la vitesse de disparition de A et qui vaut l'opposé de la dérivée par rapport au temps, la concentration de A. Si je regarde ce qui se passe dans le sens indirect, bon, A est fabriqué par le sens indirect, donc là je vais parler de vitesse d'apparition de A qui est la dérivée de la concentration de A par rapport au temps. La définition de ces deux vitesses est faite pour avoir une vitesse positive. Et globalement, la quantité de A dans mon milieu ne varie pas parce que la vitesse de disparition de A, donc dans le sens direct, est strictement égale à la vitesse d'apparition de A dans le sens indirect. À chaque fois que je consomme un A dans le sens direct, eh ben, je fabrique un A dans le sens indirect. Et si je traduis ça mathématiquement, ma vitesse de disparition de A, c'est moins dA sur dt, elle est égale à la vitesse d'apparition de 1 dA sur dt. Et si j'écris ça mathématiquement, une grandeur qui est égale à son opposé, il n'y a qu'une solution, c'est 0. Ça fait que la dérivée de la concentration de A par rapport au temps est nulle, ce qui veut dire que la concentration en A est constante, elle n'évolue pas. Donc ça, c'était pour faire le lien avec le chapitre sur les vitesses de réaction. Maintenant, on va caractériser un petit peu quantitativement ces réactions équilibrées et voir ce qu'on peut définir pour pouvoir faire des calculs dessus et prévoir à quel avancement final on arrivera. Alors, on commence par définir le quotient de réaction, Q indice R. Donc, je considère toujours la même réaction équilibrée avec les réactifs A et B qui forment les produits C et D. Je ne sais pas si vous le remarquez, mais j'avais plein de coquilles dans la première version de mon fichier que je corrige de temps en temps. Donc si c'est un truc qui miraculeusement change, c'est une erreur que j'ai corrigée. Alors, première définition du quotient de réaction, qui n'est pas proprement parlé au programme, mais c'est la vraie façon de le définir, la façon propre. Le quotient de réaction, on le définit à partir des activités des différentes espèces. C'est un quotient. En haut, vous avez les activités de C et de D qui sont multipliées. Et chacune de ces activités est élevée à la puissance qui correspond au coefficient stoichiométrique. Donc en haut, j'ai l'activité de C à la puissance C fois l'activité de D à la puissance D. Et en bas, même chose pour les réactifs, activité de A à la puissance A multipliée par l'activité de B à la puissance B. Ensuite, il faut définir ce qu'est l'activité. Alors l'activité, elle dépend de l'état physique de l'espèce. Le cas le plus fréquent, c'est une espèce en solution aqueuse. Son activité, c'est sa concentration divisée par la concentration standard C0 qui vaut 1 mol par litre. C'est la même qu'on a déjà rencontrée dans la définition du pH avec pH égale moins log de la concentration de H3+ sur C0. L'intérêt de diviser par ce C0 qui vaut 1, c'est que l'activité, c'est une grandeur sans unité. Et du coup, le quotient de réaction est lui aussi une grandeur sans unité. Deuxième cas pour l'activité, quand on considère le solvant, donc ici ce sera toujours l'eau, quand il y aura l'eau qui interviendra, son activité c'est 1. Pour un solide, on aura aussi souvent des solides qui interviendront, notamment dans les piles.
L'activité d'un solide, c'est 1 aussi. Et enfin, pour un gaz, son activité, c'est le même genre de définition qu'avec la concentration pour les espèces en solution aqueuse. Son activité, c'est la pression du gaz. Alors, plus exactement la pression partielle du gaz, s'il y a plusieurs gaz, on regarde que la pression qui est due à cette espèce-là, divisée par une pression standard de référence qui vaut 1 bar, ça fait divisé par 1, ça fait une grandeur sans unité. Alors l'activité des gaz, là c'est hors programme, vous aurez jamais un exercice cette année dans lequel il y a un gaz. Et les 3 premiers cas sont bien à retenir. Maintenant, cette écriture sera un peu compliquée, il faudra diviser par des 1 partout. On utilisera à chaque fois l'écriture simplifiée en remplaçant les expressions des activités et sans mettre les concentrations standards, sans mettre les 1. Ce qui nous fait que, si on regarde les unités, c'est pas très joli parce que ça fait un. On ne voit pas que le quotient réactionnel a est sans unité, on a l'impression qu'il y a une unité, donc il faudra faire attention quand on utilisera les unités après. Mais c'est une écriture beaucoup plus simple, on mettra juste les concentrations des espèces qui sont aqueuses à la puissance du coefficient stoichiométrique. Et s'il y a des espèces qui sont soit l'eau, soit des solides, ils apparaissent pas dans le quotient de réaction. On a défini le quotient de réaction, on va définir maintenant la constante d'équilibre qui correspond à la valeur du quotient de réaction quand la réaction chimique a atteint son état final. Donc le quotient de réaction à l'équilibre, Q indice R à l'équilibre, est égal à une constante qu'on appelle constante d'équilibre de la réaction et qui est une grandeur, donc sans dimension, et dont la valeur ne dépend que de la température. Par exemple, sa valeur ne dépend pas de la composition du système à l'état initial, c'est-à-dire que quoi que je mette à l'état initial, la constante de réaction, c'est toujours la même, c'est une constante qui est liée à la réaction qui est en train de se produire et que je ne peux modifier qu'en modifiant la température. Alors il faudra faire attention aux notations. On a défini le quotient de réaction, il peut se définir à n'importe quel moment. Quand on sera à l'état initial, ici en bas, on mettra un I pour état initial. Quand on est à l'équilibre, on met un EC à l'équilibre. Et puis on essaiera de mettre dans toutes les concentrations, de mettre à quel moment on est. Est-ce qu'on est à l'état initial ou est-ce qu'on est à l'état d'équilibre? Donc on essaiera de le mettre à chaque fois, d'être rigoureux avec ça, même si ça alourdit un petit peu les notations. Alors un exemple d'application directe, je considère la réaction acide-base entre l'acide éthanoïque ici et l'eau. Ça forme l'ion éthanoate et l'ion oxonium, H3O+. La constante d'équilibre, c'est la concentration des produits à droite, donc CH3, CO-, pris à l'équilibre, multiplié par la concentration en H3O+ à l'équilibre, divisé par ce que j'ai à gauche les réactifs, la concentration en CH3COH à l'équilibre, et il me reste aussi H2O que je devrais mettre en bas, mais l'activité de l'eau c'est 1, donc ça fait un 1 que j'écris pas. Donc la constante d'équilibre, c'est le quotient de réaction QR à l'équilibre. Et donc ici, dans cette réaction-là, elle vaut 1,6 10-5 à 25 degrés. Je rappelle que c'est quelque chose qui est sans dimension, même si dans l'écriture que j'ai utilisée là, j'ai l'impression que ça fait des moles par litre, mais c'est pas le cas. Parce que chacune de ces concentrations est divisée par 1 mol par litre. Alors une remarque liée à l'écriture de
du quotient de réaction, c'est qu'on met en haut ce qui est produit divisé par en bas ce qui est réactif, mais si j'inverse ma réaction et que je l'écris à l'envers, je vais inverser ce que j'ai en haut et ce que j'ai en bas, et donc j'aurai l'inverse pour le quotient de réaction. Donc les constantes d'équilibre associées à deux réactions inverses, elles sont inverses l'une de l'autre. C'est-à-dire que si la constante d'équilibre de la réaction de A plus B donne C plus D, et K, si je considère la réaction dans le sens inverse, c'est-à-dire C plus D donne A plus B, la constante de cette réaction-là, ici que j'ai appelée K', c'est l'inverse de K. Et par exemple, pour une réaction qu'on a déjà vue, la réaction d'autoprotolyse de l'eau, donc H2O plus H2O peut réagir, enfin l'eau peut réagir sur elle parce qu'elle est à la fois un acide et une base, et donc 2 H2O, ça forme l'acide conjugué plus la base conjuguée, H3O plus HO-. La constante de cette réaction vaut 10 puissance moins 14 à 25 degrés. Alors c'est une constante très importante, c'est pour ça qu'on lui donne un nom particulier, KE, qu'on appelle le produit unique de l'eau. 10-14, ça veut dire que c'est une réaction qui est très peu avancée, parce que 10-14, c'est très faible devant 1. En effet, en regardant la valeur d'une constante d'équilibre, il faut savoir si la réaction est très avancée ou pas très avancée. Parce qu'une constante d'équilibre, c'est les concentrations des produits sur les concentrations des réactifs, et sont les valeurs à l'équilibre. Et si j'ai une réaction qui est très peu avancée, je vais fabriquer peu de produits, et il va me rester beaucoup de réactifs, ce qui fait que je vais diviser un nombre petit par un nombre beaucoup plus grand, et ça va me faire un cas qui sera petit. Alors petit devant 1. Et inversement, si j'ai une réaction qui est très avancée, je vais fabriquer beaucoup de produits, je vais avoir un grand nombre en haut et peu de réactifs, il me restera peu de réactifs à la fin, j'aurai un nombre en bas pour les réactifs qui sera plus faible que le nombre pour les produits en haut, et donc j'aurai une constante de réaction qui sera grande, qui sera très grande devant 1. Et si je prends la réaction inverse de la réaction d'autoprotolyse de l'eau, c'est-à-dire la réaction H3O+, plus HO- qui forme H2O, la constante de la réaction c'est l'inverse de cette constante-là, donc ça fait 10 puissance 14. C'est un nombre qui est très grand devant 1, c'est-à-dire que c'est une réaction qui est très avancée, qu'on pourra considérer comme totale. C'est la réaction qui se produit quand je mélange un acide fort et une base forte, un acide fort H3O+, avec une base forte HO-, ça me fait une réaction totale, et ça forme de l'eau. Alors si vous vous posez la question de quand est-ce que je peux dire que la réaction est totale ou pas, à quelle grandeur il faut comparer, on prendra, généralement on considère que si K est supérieur à 10 puissance 4, la réaction est totale. Alors on aura deux utilisations de la constante de réaction. Elle permettra de calculer à l'état d'équilibre les quantités de matière de chacune des espèces, et elle permettra également, en comparant le quotient de réaction avec la constante d'équilibre, de prévoir dans quel sens une réaction va se faire, quel est le sens d'évolution spontanée qu'aura un système chimique. Alors, dans un système qui est hors de son équilibre chimique, le système va évoluer dans le sens tel que le quotient de réaction QR veut s'approcher de la constante d'équilibre de réaction K. Ça, c'est la définition, hein. QR, c'est ce qu'on a à n'importe quel instant. K, c'est ce que vaut QR à la fin quand on est à équilibre. Donc QR, il va évoluer vers K. Donc, trois cas de figure en comparant
quotient de réaction QRI à l'instant initial, I point initial, avec la constante d'équilibre. Si les deux sont égaux, ah ben, c'est que je suis à l'équilibre. Le système n'évolue pas. Donc on l'a vu, ça ne veut pas dire qu'il est figé, que rien ne bouge, ça veut dire que ce qui se fait dans un sens compense exactement ce qui se fait dans l'autre, et que macroscopiquement, il n'évolue pas. Deuxième cas, si mon quotient de réaction est plus petit que K, avec QR va augmenter pour rejoindre K, et si QR augmente, ça veut dire que le système évolue dans le sens direct, donc dans le sens de la gauche vers la droite. Ça se voit en écrivant l'expression de QR que je vous ai mis ici. Alors, je fais des pauses quand j'écris. Soit vous faites une pause si vous voulez avoir le temps de recopier, vous faites une pause pour de la vidéo pour écrire vous, et puis le fichier complété, c'est pareil, je vous le mets en téléchargement dans le NT et puis dans les commentaires en dessous. Donc ce que je veux moi ici, c'est que mon QR augmente, et il augmente si la concentration de C et la concentration de D augmente, et la concentration de A et la concentration de B diminue. Ça me fait le nombre qui est en haut qui augmente, le nombre qui est en bas qui diminue. Donc si je divise quelque chose qui augmente par quelque chose qui diminue, ça me fait globalement quelque chose qui augmente. Donc pour que Q augmente, il faut que je fabrique des produits et que je consomme des réactifs, c'est-à-dire il faut que je sois dans le sens direct. Inversement, si mon quotient de réaction est supérieur à ma constante de réaction, eh bien, il faut que QR diminue, et diminuer, c'est évoluer dans le sens indirect, c'est la flèche vers la gauche. Même démonstration, pour que Q diminue, il faut que ce qui est en haut diminue, et ce qui est en bas augmente, c'est-à-dire que je consomme des produits et que je fabrique des réactifs, donc je vais à l'envers. Donc ça nous permettra, quand on fait un mélange, en calculant le quotient de réaction initiale, et en comparant à la constante d'équilibre, de savoir dans quel sens la réaction va se faire. Un premier exemple, avec la réaction de l'acide éthanoïque sur l'eau qui forme l'ion éthanol TH3+. Ça consomme de réaction à 1,6-10.5 comme on avait vu tout à l'heure. Et je fais un mélange initial où je vais tout mettre ensemble. Je mets des CH3COH. Donc initialement j'en mets 6,5 10-6 mol par litre. Des produits CH3CO- à l'instant initial, j'en mets 3,1 10-4 mol par litre. Et H3O+, deuxième produit à l'instant initial, j'en mets 10-7 mol par litre. Question, dans quel sens le système va-t-il évoluer? Faites une pause et répondez à la question. Alors je corrige, il faut calculer le quotient de réaction à l'instant initial qui vaut concentration de chacun des produits CH3CO-, puissance du coefficient stoichiométrique qui vaut 1 ici, multiplié par deuxième produit H3O+, puissance du coefficient stoichiométrique 1, divisé par, à gauche, les réactifs, j'ai CH3COOH, puissance son coefficient stoichiométrique 1, et de l'eau H2O, son activité c'est 1, donc je ne l'écris pas, chacune de ces concentrations devrait être divisée par 1, pareil je ne l'écris pas, donc ça je peux le calculer en remplaçant chacune des grandeurs par ses valeurs, et là dans mon écriture il y a un truc que j'ai pas bien fait, c'est que j'avais pas mis les I pour dire que c'est les concentrations à l'instant initial. C'est important de le mettre pour pas confondre avec les concentrations qu'on a à l'équilibre après, une fois que ça a réagi. Donc il faudra prendre l'habitude de bien les mettre
à chaque fois. Et donc en remplaçant par les valeurs, ça me donne ceci. Et quand je fais le calcul, j'obtiens 4,8 10-6. Il faut que je compare cette valeur 4,8 10-6 à la valeur de la constante de réaction 1,6 10-5. 10-6, c'est plus petit que 10-5. Donc mon quotient de réaction est inférieur à la constante de réaction, à la température considérée ici, je ne l'ai pas noté. Donc ça veut dire que la réaction va se faire dans le sens direct. C'est-à-dire que je vais fabriquer des CH3CO- et des H3+, et consommer des CH3COH jusqu'à ce que mon quotient de réaction soit égal à 1,6 10-5. Si j'avais pris d'autres quantités et que j'avais mis plus de CH3CO- et de H3O+, et peut-être un peu moins de CH3COA, j'aurais pu avoir ici un résultat qui aurait été supérieur à 1,6 10-5, auquel cas la réaction se ferait dans l'autre sens. Un deuxième exemple d'application directe. Je considère la transformation chimique entre du nickel solide et des ions plomb 2 Pb2+, qui forment des ions nickel 2 et du plomb solide, sa constante de réaction valant 2,7 10-3. On prend l'état initial où dans un bécher, je plonge une lame de nickel, une lame de plomb, les ions nickel et les ions plomb avec une concentration définie pour les ions nickel et pour les ions plomb. Et je demande ce qui se passe. Donc faites une pause sur la vidéo, répondez, et puis dès que vous avez fini, je corrige. Je ne prends pas de pause avant de corriger. Donc pour savoir ce qui va se passer, c'est-à-dire dans quel sens le système va évoluer de façon spontanée, il faut calculer le quotient réactionnel initial. Et donc, je mets en haut les produits, donc l'ion nickel Ni2+, c'est un ion en solution aqueuse, donc c'est sa concentration divisée par 1, multiplié par le plomb, c'est un solide, activité d'un solide, 1, ça veut dire que le plomb, je mettrai 1 fois 1, il n'intervient pas, donc j'écris même pas le fois 1. Et il faut que je divise par ce qui se passe au niveau des réactifs. Au niveau des réactifs, j'ai du nickel, c'est un solide. Activité 1, il n'intervient pas, je ne le mets pas, et j'ai des ions Pb2+, aqueux, donc c'est la concentration. Donc je divise par la concentration en ions Pb2+. Vous remarquerez que dans le quotient de réaction n'interviennent pas les espèces solides, donc ça veut dire quelle que soit la quantité d'espèces solides que je mets, ça ne change rien. Je remplace par les valeurs. Pour le nickel, 1,0 mol par litre. Pour le plomb, 2,0 10-4 mol par litre. Ce qui nous fait 5000. Il faut que je compare à la constante de réaction qui vaut 2,7 10 puissance 3, ça fait 2700. Donc 5000 c'est plus grand que 2700. Donc je remarque que mon quotient de réaction initiale est supérieur à la constante de la réaction, ce qui veut dire que la réaction va se faire
dans le sens indirect, c'est-à-dire que on consomme Ni+, Ni2+, et le plomb, et on produit du nickel solide et du plomb, des ions plomb Pb2+. Donc là on a vu les généralités sur les réactions équilibrées, c'est-à-dire définition du taux d'avancement final qu'on pourra vous calculer, du quotient réactionnel qui permet de savoir dans quel sens va évaluer un mélange chimique quand on le fait en comparant à la constante de réaction. Maintenant, on va mettre ça en application dans une deuxième partie sur les piles qui vont utiliser des réactions d'oxydoréduction. Partie un petit peu plus complexe que ce qu'on vient de faire. Et je vais commencer par vous expliquer de quoi est constituée une pile. Donc le principe de fonctionnement d'une pile, c'est que lors d'une réaction d'oxydoréduction, je vais avoir un échange d'électrons entre un oxydant et un réducteur de deux couples différents. Le principe de la pile, c'est d'obliger ces électrons à passer par un circuit électrique extérieur. Chacun des couples oxydant-réducteurs, des couples redox, va constituer ce qu'on appelle une demi-pile. C'est ce que je vous illustre là sur le schéma. J'ai à gauche une première demi-pile avec un premier couple redox que j'appelle ici 1, oxydant 1, réducteur 1. À droite, j'ai la deuxième demi-pile avec un autre couple que j'appelle 2, oxydant 2 et réducteur 2. Et l'oxydant d'un des couples va réagir avec le réducteur de l'autre couple, et les électrons, on les oblige à passer dans le circuit extérieur. Alors, tout ce qu'il y a là, tout ce qui est noté, ce schéma, les définitions, c'est à connaître absolument par cœur. Première chose, les électrodes. Donc, ce sont des plaques métalliques qui plongent dans les solutions dans les béchers. Alors, il faut que vous connaissiez la définition d'anode et de cathode. Alors, vous pouvez voir souvent, des choses résumées où on va dire que l'anode, c'est l'électrode négative. Alors, c'est très souvent le cas, c'est le cas dans les piles, mais c'est pas toujours le cas. On verra quand on fait des réactions d'électrolyse que l'anode peut être la borne positive. La définition d'anode, c'est que c'est l'endroit où va se produire une oxydation. La cathode, c'est l'endroit où se produit une réduction. Pour l'obtenir, je vous propose un mémotechnique simple. Anode commence par une voyelle, tout comme oxydation. Cathode commence par une consonne, tout comme réduction. Donc vous mettez les voyelles ensemble, les consonnes ensemble, et vous avez définition pour anode et pour cathode. Un petit rappel, je vous rappelle les définitions de oxydation et de réduction. Alors, une demi-équation, c'est oxydant plus des électrons, N, égale réducteur. Ça peut se faire dans un sens ou dans l'autre. Si je le fais vers la droite, c'est une réduction parce que ça forme le réducteur. Et si elle se produit vers la gauche, je forme un oxydant, c'est une oxydation. Donc ça, c'est très important de retenir ça là. Ce petit truc.
Deuxième point, dans le montage que j'ai fait là, j'ai branché un voltmètre sur la pile entre les deux électrodes. Un voltmètre, ça permet de mesurer la tension à vide U0. Donc un voltmètre, ça mesure en volts, hein, symbole V. Tension à vide U0, c'est une définition que vous devez connaître. La tension à vide est d'une pile se note U0, c'est la tension quand rien n'est branché sur la pile. Alors, là, vous me dire, j'ai branché un voltmètre, mais un voltmètre, c'est un appareil qui a une très grande résistance interne, donc il s'oppose au passage du courant. Et donc le courant qui circule dans le voltmètre est presque nul. Quasiment nul. Donc c'est comme si la pile n'était pas branchée, elle débite rien quand je branche un voltmètre dessus. Donc mon voltmètre, il mesure la tension à vide, c'est-à-dire quand la pile n'est pas en fonctionnement. Autre chose extrêmement importante, alors attention à ne pas faire d'erreur là-dessus, les électrons sont des espèces qui ne peuvent circuler que dans les fils conducteurs. Jamais ailleurs. C'est-à-dire que mes électrons, ils vont circuler là, dans les fils conducteurs. Et c'est tout. Enfin, évidemment, dans les électrodes qui sont le prolongement des fils conducteurs. Jamais, jamais, les électrons ne circuleront dans les solutions ou dans cette partie-là qui n'est pas un fil. Donc là, dans ce que j'ai mis en bleu, jamais d'électrons qui circulent. Les électrons ne peuvent circuler que dans ce qu'il y a en jaune. La partie bleue, c'est ce qu'on appelle le pont salin. Alors, le pont salin, il permet de fermer le circuit. Vous voyez, sinon il n'est pas fermé. Si le circuit n'est pas fermé, je ne peux pas avoir circulation d'électrons, je ne peux pas récupérer d'électricité. Ce pont salin, c'est quelque chose qui contient des ions qui peuvent circuler. Donc un ion qui circule, c'est des charges qui circulent. Donc ça me permet de faire circuler un courant électrique. Et dans cette partie bleue, ce sont des ions qui circulent pour assurer la continuité électrique, et pas des électrons. Alors vocabulaire, dans une pile solide, c'est pas un pont qui est utilisé, c'est une membrane qui permet de laisser passer les ions entre les deux demi-piles. Et alors attention, un truc très très contre-intuitif, il faudra déterminer le sens de déplacement des ions dans ce pont salin. Alors pour déterminer le sens de déplacement des électrons, c'est super simple. Un électron, c'est un truc négatif, donc il va être attiré par la borne positive de la pile. Donc je connais le sens de circulation des électrons quand je connais la polarité de ma pile. Et si j'essaie de mener le même genre de raisonnement pour les ions, en disant par exemple qu'un cation positif, eh ben, il va être attiré par la borne négative de la pile, eh ben, je vais me planter. Le sens de déplacement des ions, il est à l'inverse de cette intuition-là. Il faudra utiliser autre chose pour regarder le sens de déplacement des ions. Les cations vont plutôt se diriger vers la demi-pile qui est la borne positive. Alors ça, c'est lié à un des rôles du pont salin que je vous ai pas noté dans l'encadré. Donc le pont salin, première chose, ça permet de fermer le circuit. Et puis il a également un deuxième rôle, c'est qu'il permet d'assurer la neutralité électrique au sein des solutions. Vous verrez, dans les solutions, il y a des ions qui vont apparaître ou disparaître, et je ne peux pas avoir une accumulation de charges positives ou de charges négatives avec les ions. Et du coup, le sens de circulation des ions dans le pont salin, il va permettre de faire ça, de compenser l'apparition ou la disparition des ions dans les solutions. Donc c'est comme ça qu'il faudra que je raisonne pour trouver le sens de circulation des ions dans le pont salin. Et enfin, un dernier point là, qui est présenté dans ce schéma-là. Pour chacune des demi-piles, je peux écrire une demi-équation. Une demi-équation, c'est ça. Hein.
par exemple, oxydant 1 plus un certain nombre d'électrons égale réducteur 1. Et puis pareil, de l'autre côté, la demi-équation pour la deuxième demi-pile. Chacune va se faire dans un sens, soit dans le sens réduction, soit dans le sens oxydation. Et comme toujours, hein, et quand je ferai la somme des deux équations, les deux demi-équations, j'obtiendrai l'équation de fonctionnement de la pile. Et qui me dira dans quel sens se fait la transformation des espèces chimiques au sein de ma pile, et qu'est-ce qui va être produit et qu'est-ce qui est consommé. Et ensuite, on va passer sur ce qu'il faudra que vous sachiez faire concernant le fonctionnement des piles. Et il faudra déjà savoir dans quel sens les électrons circulent dans le circuit. Il y aura deux moyens de savoir ça. Le premier, c'est de faire fabriquer la pile, brancher un voltmètre ou un ampèremètre pour déterminer la polarité des électrodes, c'est-à-dire dans quel sens je le branche pour qu'il m'affiche quelque chose de positif. Et quand il m'affiche une valeur positive, ça veut dire que sa borne négative, sa borne COM, qui est en noir, est branchée à l'électrode négative, à la borne négative de la pile, et que son autre borne, celle qui est en plus, alors qui est marquée V quand c'est un voltmètre ou A quand c'est un ampèremètre, est branchée à la borne positive de ma pile. Et donc, si je connais la borne positive et la borne négative de ma pile, je sais que les électrons, je sais en quel sens ils vont circuler, ils vont être attirés par la borne négative et repoussés par la borne. Ils vont être attirés par la borne positive, repoussés par la borne négative, parce qu'ils sont négatifs. Si je connais le sens de circulation des électrons, je peux dire dans quel sens vont se faire les réactions d'oxydoréduction, parce que les électrons, ils ont un certain sens dans la réaction d'oxydoréduction. Je peux faire la chose inverse, c'est-à-dire je peux déterminer dans quel sens se font les réactions d'oxydoréduction. Pour ça, il suffit de regarder quels sont les réactifs qui disparaissent et quels sont les produits qui apparaissent. Ou alors, je peux utiliser le quotient de réaction, le comparer à la constante de réaction, et du coup savoir dans quel sens la réaction va se faire. Et si je connais le sens d'apparition et disparition des électrons, je sais quelle est la polarité des électrodes. Donc on va le faire à travers deux exemples. Dans le premier, on va faire le premier cas. Je connais la polarité des électrodes et on va en déduire tout ce qu'il y a à dire sur la pile. Alors dans cette pile, je vous dis que le pont salin contient des ions NH4+, et des ions NO3-. Le but à la fin sera de mettre aussi le sens de circulation de ces ions. Donc j'ai un ampèremètre qui est branché, ce serait pareil si je branchais un voltmètre, et sa borne COM est indiquée là, et je sais qu'il affiche quelque chose de positif. Ça veut dire que la borne COM est reliée à la borne négative de la pile. Donc je sais que ici j'ai la borne négative et que ici j'ai la borne positive. Ça, c'est ce que je fais, c'est la première partie de mon raisonnement. Deuxième partie du raisonnement, le sens de circulation des ions, des électrons. Les électrons se déplacent de la borne négative vers la borne positive. Donc ça, c'est ce que je fais en deux. Et je peux marquer le sens du courant aussi. Le sens conventionnel du courant est opposé au sens des électrons. Donc il va de la borne plus à la borne moins. Donc je vais être là pour l'étape 1. La troisième étape, ça va être de décrire les réactions qui vont se produire, les demi-équations. Donc la première chose, c'est de commencer par repérer les couples. À gauche ici, je vois que pour la première demi-pile, mon premier couple, c'est Zn2+, Zn.
Les demi-équations, c'est Zn2 plus quelque chose. À droite, j'aurai Zn. Il faut que j'ajoute 2 électrons pour que ce soit neutre des deux côtés. Et pour le deuxième couple, je vois que c'est Cu et Cu2+. Alors Cu2+, ce sera l'oxydant, Cu les réducteurs. Cu2+, plus 2 électrons, égale Cu, sont deux demi-équations très simples à équilibrer. Et il va falloir que je les écrive dans le bon sens. Donc c'est ce que je fais en étape 3. Ici, je vais écrire mes deux demi-équations dans le bon sens. Donc ce que je vois ici, dans la première demi-pile qui est à gauche, c'est que les électrons partent de cette borne. Donc ils sont produits. C'est ce qui se passe du côté des Zn. Si le Zn, je l'écris comme ça, ici je ne suis pas du tout en train de fabriquer des électrons. Si j'écris dans ce sens-là, je suis en train de consommer des électrons. Donc il faut que j'écrive dans l'autre sens. Il va falloir que j'écrive Zn égale Zn2 plus 2 électrons. Là, quand j'ai écrit ça, là, les électrons, ils sont produits. Donc je reprends. Je connais le sens de circulation des électrons grâce à mon ampèremètre. Donc je sais qu'ils partent de cette borne-là, ils sont produits à cette borne-là, et la réaction qui les produit, elle est dans ce sens-là. De l'autre côté, même raisonnement. Ici, je vois que les électrons arrivent à cette borne. Donc ça veut dire que les électrons, ils ne sont pas produits, ils sont consommés à cet endroit-là. Ils arrivent à cet endroit-là. Ils arrivent, il faut qu'ils apparaissent à gauche, dans cette demi-équation qui est là à droite. Donc ça veut dire que à droite, elle est écrite dans le bon sens. Ça veut dire que la demi-équation, ça va être Cu2 plus 2 électrons égale Cu. Ici, j'ai bien des électrons qui sont consommés. Bon, ça c'est la partie la plus qui peut être la plus complexe ici. N'hésitez pas à la réécouter plusieurs fois si ça vous paraît pas extrêmement clair. Donc maintenant on sait ce qui se passe chimiquement. Je peux écrire ce qui va se passer pour les ions. Dans le bécher de gauche, je vois que je fabrique des ions Zn2+. Donc j'ai une production d'ions positifs, de cations dans le bécher. Je ne peux pas avoir une accumulation de charge positive, il faut que j'ai l'électroneutralité, que j'ai l'électroneutralité qui soit tout le temps respectée. Donc, je peux en déduire le sens de circulation des ions dans le pont salin. Et je peux dire que dans le pont salin, comme ici j'ai une production d'ions positifs, il faut que les ions positifs du pont salin partent et les ions négatifs, les anions, ils doivent arriver. Donc dans le bécher de gauche, j'ai chimiquement, à cause de la réaction d'oxyde de réduction, j'ai une production d'ions positifs qui doit être compensée par un départ d'ions positifs du bécher par le pont salin et une arrivée d'ions négatifs par le même pont salin. Les ions positifs dans le pont salin, ce sont les NH4+. Donc ça veut dire que ici, dans le pont salin, j'ai des ions NH4+, qui se dirigent vers la droite. Et pour les ions négatifs, ce sont des ions NO3-, ça veut dire que j'ai des ions NO3- qui, eux, doivent arriver dans le bécher de gauche. Donc les ions NO3-,
il se déplace vers la gauche dans le pont salin. C'est pas nécessaire de le faire, mais je peux faire le même raisonnement dans le bécher de droite. Dans le bécher de droite, j'ai ici des CI2+, qui sont consommés. Donc j'ai une consommation, une disparition d'ions positifs. Donc ça veut dire que, donc ça c'est dans le bécher, donc ça veut dire que dans le pont salin, il faut que j'ai des ions positifs qui arrivent dans le bécher pour compenser cette perte d'ions positifs et des ions négatifs qui partent. Et c'est bien ce que j'ai ici. Les ions positifs, ils arrivent bien dans le bécher de droite et les ions négatifs, ils partent bien du bécher de droite pour aller dans le bécher de gauche. Donc je peux faire le raisonnement dans une demi-pile ou dans l'autre, peu importe. Et donc vous voyez que les ions NH4+, là dans le pont salin, ils se dirigent vers l'électrode positive et que les ions NO3-, ils se dirigent vers l'électrode négative. Mais leur sens de déplacement n'est pas du tout imposé par la polarité des électrodes. Ils ne sont pas attirés par les électrodes. Ils se déplacent pour faire respecter l'électroneutralité dans les solutions. J'ai vu le sens des électrons. Du coup, la chimie, c'est-à-dire le sens des deux demi-équations, le sens des ions dans le pont salin, il me reste à écrire l'équation de fonctionnement de la pile. Donc l'équation de fonctionnement de la pile, c'est tout simplement cette demi-équation-là plus cette demi-équation-là. Je fais la somme des deux, j'ai l'équation de fonctionnement de la pile. Pour pouvoir faire la somme des deux, il faut qu'il y ait le même nombre d'électrons qui soient échangés avec les deux demi-équations. Ici, c'est 2 des deux côtés, donc je n'ai pas besoin d'équilibrer. Je vais écrire cette équation de réaction sur la page qui suit. Je vais écrire là. Donc ça, c'est en cinquième, c'est le 5e et dernier point. C'est l'équation de fonctionnement de la pile. Donc je vais recopier mes deux demi-équations. Zn donne Zn2+, plus 2 électrons pour la première. La deuxième, c'est Ci2+, plus 2 électrons donne Cu. Et quand je fais la somme des deux, ça me fait Zn plus Cu2+, qui donne Zn2+, plus Cu. Et des deux côtés, à gauche et à droite, j'ai 2 électrons qui simplifient. C'est bon, ça se simplifie. C'est bien équilibré. Donc ça veut dire que je vais observer que le zinc disparaît. Donc on va observer que l'électrode de zinc est consommée. Sa masse va diminuer. Et que sur l'électrode de cuivre, il y a un dépôt de cuivre qui se forme. Un dépôt de cuivre se forme sur l'électrode de cuivre. Donc elle va grossir, sa masse va augmenter. Et puis dans les béchers, la concentration en ion Cu2+, va diminuer dans le bécher de droite, et dans le bécher de gauche, la concentration en ion Zn2+, va augmenter. Et puis ça se fera tant qu'il me restera du Zn et du Cu2+, que je vais pouvoir consommer. Bien, donc ça c'est le cas de figure où je connais le sens de circulation des électrons grâce à un ampèremètre ou un voltmètre. Deuxième cas de figure,
Je n'ai pas d'ampèremètre où de le mettre, mais je peux prédire le sens des réactions. Pour ça, je vais utiliser le quotient de réaction. Alors, on fabrique une pile cuivre-argent en plongeant une électrode de cuivre de masse MCU égale 12 grammes dans une solution de cuivre de volume VCU égale 250 litres et de concentration initiale en cuivre qui vaut 0,20 mol par litre. Et dans le deuxième bécher, je vais plonger une électrode d'argent de masse 12 grammes dans une solution qui contient des ions argent de volume VAG égale 250 ml et de concentration initiale en argent 0,20 mol par litre. Donc il y a forcément des autres ions négatifs dans les béchers, mais là, je ne m'y intéresse pas. Ils sont spectateurs. Et dans le pont salin, j'ai des ions NH4+, et NO3-. En données, on a la masse molaire du cuivre et celle de l'argent. Ça va nous permettre de calculer les quantités de matière à partir des masses. Et j'ai deux constantes de réaction pour les réactions qui peuvent se produire. Alors, première réaction, le cuivre solide réagit avec les ions argent pour former des ions cuivre et du solide argent. Deuxième réaction, c'est la même à l'envers, c'est-à-dire que j'ai Cu2+ et Ag, solide, qui vont réagir pour former Cu et Ag+. Si je mets des couleurs, ça fait ça, c'est les deux mêmes réactions à l'envers. D'ailleurs, je peux faire une remarque, c'est que vous avez les K1 et K2 pour les deux réactions. Je peux remarquer que K2, c'est 1 sur K1. Si vous faites 2,1 10 puissance 15, enfin 1 sur 2,1 10 puissance 15, ça va vous donner 4,8 10 puissance moins 16. Donc c'est-à-dire que la réaction K1, là vous voyez, la réaction 1, son K, il est très supérieur à 1, elle est quasiment totale dans ce sens-là, et que l'autre réaction, dans l'autre sens, K2, elle est très petite devant 1, c'est-à-dire que c'est une réaction très peu avancée. C'est-à-dire que ma réaction, elle se fait plutôt dans ce sens 1. Donc il y a de grandes chances que ce qui se passe, ce soit ça. Sauf si vraiment je mets que des produits et très peu de réactifs. Il y a de grandes chances que ce soit celle-là qui se passe. On va le vérifier, que c'est bien celle-là qui se passe. Pour la vérifier, il faut que je calcule le quotient de réaction. Je vais prendre la première réaction, je vais calculer le quotient de réaction de la réaction 1. Donc pour le calculer, j'ai besoin des concentrations de ce que j'ai en jaune Cu2+, et de ce que j'ai en bleu Ag+. Dans le quotient de réaction, Ag c'est un solide, son activité ce sera 1, il n'interviendra pas. Et Cu c'est un solide, son activité ce sera 1, il n'intervient pas. Donc ça veut dire que j'ai pas besoin de connaître quoi que ce soit sur ce que j'ai comme cuivre et comme argent solide au départ. De toute façon ça n'intervient pas dans le quotient réactionnel, donc les masses de cuivre et masses d'argent, en fait j'en aurais pas besoin. Donc comme Cu et Ag, alors solide, n'interviennent pas dans le quotient de réaction, donc c'est pas la peine de calculer nombre de moles de cuivre et nombre de moles d'argent solide que j'ai au départ. Il faut que je calcule la concentration en Cu2+ que j'ai initialement. Alors cette concentration, je l'ai déjà, c'est 0,20 mol par litre. La concentration en
non Ag+, c'est 0,20 mol par litre. J'ai pas besoin de faire de calcul. Donc je peux calculer QRI, c'est la constante pour la réaction 1. Je vais mettre pour la réaction 1, je vais l'écrire ici, QRI pour la réaction 1, c'est CU2+, le produit, divisé par ce que j'ai du côté des réactifs. Donc du côté du produit Ag, ça compte pas, c'est solide. Du côté des réactifs, Cu c'est solide, ça compte pas. Et G, vous voyez en à gauche en bleu, Ag+, il y a un coefficient stoichiométrique 2 devant, ça veut dire que ça fait Ag+ au carré. Donc ça me fait 0,20 mol par litre sur 0,20 au carré, ça fait 1 sur 0,20, ce qui fait 5. Donc mon quotient réactionnel, c'est 5, ce qui est très inférieur à K1, qui vaut 2,1 10 puissance 15. Donc la réaction 1 va se faire dans le sens direct. Et en plus, elle est quasiment totale, parce que sa constante de réaction est très supérieure à 1. Donc je sais qu'il va se produire Cu2+, Cu, pardon, en cuivre solide, plus 2 Ag+, qui va donner Cu2+, plus 2 Ag solide. Je vais pouvoir traduire ça sous le schéma de ma pile. Donc à gauche, j'ai ce qui concerne l'argent, à droite, ce qui concerne le cuivre. Vous voyez qu'ici, j'ai pas branché d'ampèremètre dessus, j'ai juste une résistance, donc la pile débite dans la résistance. Les deux couples oxydant-réducteurs, c'est Ag plus Ag à gauche et Cu2 plus Cu à droite. C'est des réactions qui sont deux demi-équations qui sont très simples à équilibrer. Hein. C'est Ag plus électron égale Ag et l'autre Cu2 plus 2 électrons égale Cu. Et mais je vais les écrire dans le beau sens. Il y en a une qui sera dans le sens de l'oxydation et l'autre qui sera dans le sens de la réduction. C'est ce que je vais faire en étape 2. Donc ici, à gauche, dans le bécher de gauche, on sait que Ag+ disparaît. Et que Ag apparaît. Donc si Ag+ disparaît, Ag+ est un réactif. Et donc Ag+ est à gauche, Ag est à droite parce que Ag apparaît. Pour équilibrer, Ag+ plus 2 électrons égale Ag. À droite, on sait que Cu2+ apparaît. Donc ça veut dire que Cu2+, il est à droite et que Cu, il est à gauche. Donc pour équilibrer, il faut que je mette 2 électrons à droite. Ah tiens, une chose que je ne vous ai pas dit dans l'exemple 1, c'est que ici je vois à gauche j'ai oxydant plus électron égale réducteur. Donc la réaction de gauche c'est une réduction.
Si c'est une réduction, ça veut dire que l'électrode en argent, c'est la cathode. Et à droite, j'ai réducteur égale oxydant plus électron, donc c'est une oxydation. Donc c'est l'anode, je vous rappelle, oxydation, anode, réduction, consonne, cathode, consonne. J'aurais dû le faire, j'aurais pu l'écrire ici, là. Hop. Dans l'exemple précédent, ici je vois que c'est une... j'ai pour Zn, réducteur égale oxydant plus des électrons, donc c'est une oxydation. Donc c'est là, c'est l'anode. Et ici, pour le cuivre, j'ai une réduction. Donc c'est la cathode. Je reprends mon deuxième exemple. Je passe à la troisième étape. C'est le sens des électrons. Donc ici, chimiquement, je vois que les électrons arrivent. Je le vois parce que ils sont ici du côté des réactifs. Et donc j'ai le sens de circulation des électrons que je vais pouvoir mettre sur mon schéma. Donc au-dessus, mes électrons arrivent ici à sur la cathode. De l'autre côté, les électrons partent parce que je vois qu'ils sont produits. Je le vois ici, ils sont produits, ils sont à droite. Donc je peux déterminer le sens des électrons. C'est évidemment le même que précédemment. Donc ils partent de la cathode. Les électrons sont comme ça part dans le même sens. Du coup, je peux déterminer la polarité de mes électrodes. Je sais que les électrons, ce que je fais en quatrième étape, les électrons, ils sont attirés par la borne positive et puis partent de la borne négative. Donc l'électrode d'argent et l'électrode positive et l'électrode de cuivre est la borne négative de ma pile. Puis en cinquième et dernière étape, je peux dire quels sont... Je vais trouver dans quel sens circulent les ions dans le pont salin. À gauche, qu'est-ce que je vois? Je vois que j'ai des Ag+ ici qui disparaissent. Donc j'ai une disparition de cations. Et puis de l'autre côté, ici, à droite, je vois que j'ai des Cu2+ qui apparaissent. Donc j'ai apparition d'ion de cation. Donc je peux en déduire le sens de circulation des ions dans le pont salin que je vais mettre au-dessus. Donc dans le pont salin, on avait des ions NH4+ et des ions NO3-. NH4+, les ions positifs, il faut qu'ils se déplacent vers le bécher où j'ai une disparition d'ions positifs. Donc les NH4+, ils vont par là. Disparition d'ions positifs, donc il faut que je rajoute du positif et que j'enlève du négatif, c'est-à-dire que les ions NO3-, ils vont dans l'autre sens. C'est cohérent avec ce que j'ai à droite. J'ai une apparition d'ions positifs. Donc ici dans ce bécher-là, j'ai une apparition d'ions positifs. Il faut que j'ai des ions négatifs qui arrivent pour compenser et mes ions négatifs qui repartent
pour compenser. Donc je peux raisonner sur un seul des deux Bécher, c'est pas la peine que je fasse les deux. Donc voilà, faut que vous soyez capable de faire ce raisonnement, soit de l'exemple 1, soit de l'exemple 2, et que vous puissiez le faire qu'on vous donne des questions intermédiaires ou pas. Donc tout ce raisonnement-là, le 1, 2, 3, 4, 5, ça peut être chacun une question, on vous aide, ou ça peut être une question un peu plus type résolution de problème, où on vous indique rien, et il faut faire tout ça tout seul. Dans la partie suivante, on va s'intéresser aux capacités des piles et notamment on va voir comment répondre à la question, sachant combien j'ai de réactifs dans ma pile, combien de temps elle va pouvoir fonctionner, combien d'électricité, quelle charge je vais pouvoir en tirer. Alors au cours du fonctionnement de la pile, le quotient de réaction va évoluer jusqu'à atteindre la constante d'équilibre. Et quand l'état d'équilibre est atteint, la pile ne fonctionne plus, la réaction s'arrête et on dit que la pile est usée. Donc on va s'intéresser à ce qui se passe de l'état initial jusqu'à l'usure totale de la pile. Et la capacité d'une pile qu'on va noter Q. Alors attention, ne pas confondre le Q de capacité de la pile et Q quotient de réaction. Ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Donc la capacité d'une pile, c'est la charge électrique qui va circuler pendant toute sa durée de vie. Pendant toute sa durée de fonctionnement, de l'état initial à son usure complète. Donc les capacités, c'est la quantité, la charge électrique qu'il y a de disponible là-dedans. Première formule à connaître, la capacité de la pile, c'est I fois delta T. Donc la capacité, la charge électrique, ça se mesure en coulombs, symbole grand C. C'est égal à I l'intensité de fonctionnement de la pile, en considérant qu'elle est constante. Dans cette formule-là, je considère que pendant toute cette durée de vie, la pile débite la même intensité de fonctionnement. Sinon, je ne peux pas écrire cette formule-là. Donc une intensité, c'est en ampères, A. Et puis delta T, c'est la durée de fonctionnement de l'état initial jusqu'à l'usure complète. Et ça se mesure en secondes. Donc une petite remarque sur les unités, c'est que un coulomb, Q, c'est égal à 1 ampère fois 1 seconde. Je peux aussi écrire autrement. Je peux écrire que 1 ampère, c'est 1 coulomb par seconde. En fait, l'ampère, l'intensité du courant électrique, ça correspond à un débit de charge électrique. C'est combien de coulombs, combien de charge électrique passe dans mon circuit par seconde, par unité de temps. Donc ça, première formule à connaître, Q égale I fois delta T. Une autre formule qui va permettre d'obtenir Q, c'est que cette capacité, elle est également liée aux quantités de réactifs disponibles à l'instant initial. Parce que ces réactifs, ils vont s'échanger des électrons que je fais passer par le fil. Et la capacité, elle va correspondre à la valeur absolue de la charge transportée par les électrons qui vont circuler pendant le fonctionnement de la pile. Sachant qu'un électron a une charge qui vaut moins E, qui vaut moins 1,70 moins 19 coulombs. Alors le chiffre 1,70 moins 19 coulombs n'est pas à connaître. Par contre, le fait que la charge d'électron c'est moins E, ça c'est à connaître. Et si je sais calculer combien d'électrons circulent pendant le fonctionnement de ma pile, ben je saurai quelle charge ils ont transporté. Il suffira que je multiplie mon nombre d'électrons par 1,70 moins 19. Ça donnera le nombre de coulombs que j'avais dans ma pile. Donc la capacité de la pile. La valeur absolue, c'est parce que la charge d'un électron c'est négatif. Et que la capacité d'une pile c'est positif.
Pour faire le lien entre les quantités de matière des réactifs et la quantité de matière d'électrons qui est changée, je vais faire un tableau d'avancement. Je prends le cas de l'exemple 2 de la page précédente, les exemples que j'avais fait dans la page juste au-dessus, avec ma demi-pile avec cuivre et argent. Donc la réaction, c'est que j'ai du cuivre solide qui réagit avec des Ag+, pour donner du Cu2+, et de l'argent solide. Et je peux calculer les quantités de matière de chacune des espèces à l'état initial. Et je vais le faire là. Alors à partir des données qui sont dans l'exemple 2 au-dessus, je peux calculer les quantités initiales de matière. Alors pour le cuivre, c'est la masse de cuivre sur la masse molaire du cuivre, et il y avait 12 grammes pour l'électrode de cuivre. Masse molaire du cuivre 63,5, ça me fait 0,19 mol, c'est bien ce que j'ai mis dans mon tableau. Pour l'argent, le nombre de moles initial de l'argent, c'est la masse de l'électrode d'argent sur la masse molaire de l'argent. L'électrode d'argent faisait 12 grammes aussi. Masse molaire de l'argent 108, et ça fait 0,11 mol. Et pour nombre de moles initial de Cu2+, c'est sa concentration fois le volume. La concentration, elle s'appelait concentration comme ça, Cu2+, fois le volume de la solution de cuivre qui s'appelait VCU. La concentration, c'était 0,20 mol par litre. Le volume, c'était 250 millilitres. Et ça fait 5,010-2. Et puis, pour le nombre de moles initial de Ag+, pareil, concentration de Ag+, fois volume de la solution dans le bécher qui contient l'argent. Et pareil, ça fait 0,20 fois 0,250, ça fait 5,010-2 mol par litre. Je fais mon tableau d'avancement, donc j'ai mis les valeurs dans la première ligne. J'écris l'état final. Alors l'état final, c'est XF. On avait vu que la constante de la réaction était très grande, 2,1 puissance 15, donc c'est une réaction quasiment totale, donc je vais l'écrire de façon totale. D'ailleurs, ici, j'ai mis une flèche pour dire que la réaction était totale. Donc je considère qu'elle est totale. Du coup, mon avancement final XF, il est égal à Xmax, donc je vais pouvoir le calculer. Pour le cuivre, à l'état final, j'ai 0,19 moins Xmax. Pour l'argent, j'ai 5,10-2 moins 2Xmax. Alors je vois que l'argent il disparaît 2 fois plus vite que le cuivre, et en plus de l'argent au départ, j'en ai beaucoup moins que du cuivre. J'en ai 5,10-2 au lieu de 0,19. Donc c'est Ag+, qui sera les réactifs limitants. Donc je peux dire que c'est évident et dire que Ag+ c'est le réactif limitant, et que du coup Xmax c'est la moitié de 5,10-2, puisque j'ai 5,10-2 moins 2Xmax qui vaut 0. Donc Xmax c'est 2,5 10-2 mol. Je fais les deux, hein. Si c'était Ag+, ça ferait Xmax égale 2,5 10-2. Si c'était Cu, ça ferait Xmax égale 0,19. Le plus petit, c'est ce que j'obtiens pour Ag+, donc c'est Ag+ sur actif limitant, et Xmax égale 2,5 10-2. Donc je sais combien de quantité de matière, de cuivre j'ai consommé, de Ag+ j'ai consommé, et j'ai formé de Cu2+ et de Ag. Maintenant, ce qu'il me faut, c'est savoir combien j'ai échangé d'électrons. Pour savoir combien d'électrons sont échangés, il faut que je m'intéresse à une des deux demi-équations. Je vais le faire avec les deux, mais je pourrais le faire avec une seule. Parce que les électrons, chimiquement, je les vois apparaître uniquement dans les demi-équations. Quand je fais la somme des deux pour avoir mon équation totale ici, je ne vois plus mes électrons, ils sont simplifiés. Dans ma demi-équation pour le cuivre, j'ai Cu égale Cu2+, plus 2 électrons. Ça veut dire qu'à chaque fois que je forme un Cu2+,
je forme aussi 2 électrons. En fait, j'échange 2 électrons avec l'autre demi-pile, avec l'argent. Donc pour un Ci2+, j'ai 2 électrons. Des Ci2+, j'en forme X max. Ça, je le vois ici. Les Ci2+, que j'ai fabriqués, c'est X max. Au début, j'en ai 5, 10-2. À la fin, j'en ai 5, 10-2 plus X max. Donc des Ci2+, j'en forme X max. Pour chaque Ci2+, je fabrique 2 électrons. Ça veut dire que des électrons, j'en ai fabriqué 2 fois plus que des Ci2+. J'en ai échangé, pardon, 2 fois plus que des Ci2+. Donc le nombre d'électrons échangés, c'est 2 fois X max. Donc 2 fois 2,5 10-2. Donc mon nombre d'électrons échangés, c'est 5 10-2 volts. Je pourrais faire le raisonnement avec mon autre couple Ag plus Ag. Ça va me donner le même résultat. Hein. Si ça ne me donnait pas le même résultat, ça n'irait pas. Le couple Ag plus Ag, je vois que j'ai un seul électron dedans. Donc pour un Ag formé, j'échange un électron. Or, des Ag, je les ai ici, les Ag formés. C'est 2x max. Donc si j'ai formé 2x max Ag, j'ai formé 2x max électrons. Et j'ai nombre de moles d'électrons égale 2x max. Égale 5 10-2 moles, ça me donne le même résultat. Donc ça, très important. Ce raisonnement-là, pour passer des quantités de réactifs ou de produits, ce raisonnement, pour passer des quantités de réactifs ou de produits au nombre de moles d'électrons, il faudra que je fasse ce petit raisonnement à chaque fois. Donc raisonnement très important à faire à chaque fois, qu'on peut faire avec un produit, avec un des produits. Donc là, je l'ai fait avec Ci2+, et je l'ai fait avec Ag. Mais je peux le faire avec un des réactifs. Ce sera peut-être plus souvent suivant avec les réactifs. Je sais combien de Cu j'ai au départ, ou je sais combien de Ag+ j'ai au départ. Donc le plus souvent, c'est avec les réactifs. Là, je n'ai pas fait très attention quand j'ai tapé le cours. Je l'ai fait avec les deux produits. J'aurais pu le faire avec un des réactifs. Donc vous verrez dans les exercices, ça se fait plutôt avec les réactifs. Donc il faudra faire ce petit raisonnement à chaque fois avec une seule des deux demi-équations, pas la peine de prendre les deux. Et avec la demi-équation qui contient généralement le réactif dont on connaît la quantité initiale. Donc ça, c'est le nombre de moles d'électrons qui ont été échangés. Moi, ce que je veux, c'est le nombre d'électrons, parce que je sais que chaque électron a la charge moins petit e. Dans une mole d'électrons, des électrons, j'en ai le nombre d'Avogadro, Na. Donc la capacité de la pile, Q, c'est mon nombre d'électrons qui sont passés. Le nombre d'électrons qui sont passés, c'est le nombre de moles d'électrons qui sont passés multiplié par combien j'ai d'électrons dans chaque mole, c'est-à-dire le nombre d'Avogadro Na. Donc là, ce que je viens de surligner, c'est le nombre d'électrons qui ont circulé. Chaque électron a une charge moins petit e, donc la valeur absolue, c'est petit e. Et donc ça me donne la charge qui a été transportée par les électrons, la capacité de la pile. Ce que j'ai surligné là, le nombre d'électrons fois grand Na, pardon, c'est pas ça, le Na fois E que j'ai surligné, c'est deux constantes, nombre d'Avogadro et la charge élémentaire petit e. On peut introduire une troisième constante qui s'appelle F, le Faraday. F qui est nombre d'Avogadro fois petit e, qui vaut 9,65, 10 puissance 4 coulombs, c'est la constante de Faraday.
En fait, c'est la charge d'une mole d'électrons. Donc dans les données des exercices, on peut vous donner soit le nombre d'Avogadro et petit e, soit le Faraday directement, vous vous adaptez, ou même des fois on voit, au lieu d'écrire le Faraday vaut 965 10 puissance 4, on voit la charge molaire des électrons et 9,65 10 puissance 4 coulombs par mol. Je vois ici que j'ai oublié une unité, je la rajoute tout de suite. Voilà, Faraday, coulomb par mol. Et donc là-dedans, Na le nombre d'Avogadro, 6,02 10 puissance 23 mol moins 1, petit e égale 1,70 puissance moins 19 coulomb la charge élémentaire. Et si vous faites 6,02 10 puissance 23 fois 1,70 moins 19, ça vous fait environ 96 500 coulombs par mol. Une petite remarque là-dessus, là, si vous sortez votre calculatrice et que vous faites 6,02 puissance 23 fois 1,70 moins 19, ça vous fait pas 96 500, ça fait plutôt 96 300. C'est parce que Na et E, tels que je vous les ai donnés ici, ils sont arrondis. Et que si je prends pas ces valeurs arrondies, mais que je prends les valeurs précises, ça me donne bien 96 500. Petite remarque sur le nombre d'Avogadro. Peut-être qu'en seconde, on vous a dit, je ne sais pas si c'était déjà changé ou pas, que le nombre d'Avogadro était défini comme le nombre d'atomes de carbone dans 12 grammes de carbone 12. Mais cette définition a changé en 2019. Avant 2019, le nombre d'Avogadro c'était ça, 6, 0, 22, 14, 0, 85, 7, 10 puissance 23, mol moins 1, et puis les chiffres après 857, les connaissez avec moins de précision, c'était une mesure, on mesure combien il y a d'atomes de carbone dans 12 grammes de carbone 12. Mais depuis le 20 mai 2019, on a changé de définition, et le nombre d'Avogadro, c'est une constante, qui a été définie comme égale à 6,022, 14, 0,76, 10 puissance 23 mol par litre. C'est pas un truc qu'on mesure, c'est un truc qu'on définit. Mol par litre, pardon, mol moins 1. Et pour mesurer avant 2019 la constante d'Avogadro, il fallait peser 1 gramme de carbone 12, donc il fallait avoir la définition du kilogramme. Le kilogramme était défini par rapport à un kilogramme étalon qui était conservé en France sous atmosphère protégée, mais c'était pas extrêmement précis. Enfin, c'est très précis, mais c'était pas, ça devenait plus assez précis comme définition du kilogramme. Le kilogramme est aujourd'hui défini différemment. On fixe la constante d'Avogadro et le kilogramme il est défini en fixant les valeurs de trois constantes. Une constante qui est la période de la radiation qui correspond à une certaine transition entre deux niveaux hyper fins de l'état fondamental de l'atome de césium 133. En fonction de la vitesse de la lumière et la constante de Planck. Le nombre d'Avogadro, lui, il est plus mesuré. Il est défini, il est comme ça. Donc sa valeur a changé il n'y a pas très longtemps. Bon, nous, ça ne nous changera pas grand-chose. Et c'est quelque chose de très important en métrologie. Donc là, on a vu deux formules pour calculer la capacité d'une pile. La deuxième, où c'est lié au nombre de moles, au nombre d'électrons qu'on puisse circuler. Et puis la première, qui était liée à la durée de fonctionnement de la pile, Q égale I delta T. Donc on peut s'en servir pour calculer
la durée de fonctionnement d'une pile. C'est ce qu'on fait dans l'exemple suivant. Pour la pile cuivre-argent de l'exemple 2, donc celle qu'on a ici dans le tableau d'avancement, calcule la durée maximale de fonctionnement si elle débite un courant I qui vaut 200 mA. Mettez la vidéo en pause, essayez de faire le calcul et puis je corrige ça tout de suite. Pour voir ça, je vais exprimer la capacité de la pile en utilisant les deux formules Q égale I fois delta T et Q est égal à nombre d'électrons échangés fois, je vais prendre la formule avec le Faraday. Donc moi ce qui m'intéresse c'est delta T. Donc je peux dire que I fois delta T c'est le nombre des moles d'électrons échangés fois le Faraday. Ce que je veux c'est delta T, c'est nombre de moles d'électrons échangés fois le Faraday sur I. Mon nombre de moles d'électrons échangés, eh ben, c'était 2x max, c'est-à-dire 5,0 fois 10-2, on l'avait calculé juste au-dessus. Le Faraday, 9,65 10 puissance 4 coulombs par mol. I, c'est un courant constant qui vaut 200 mA, donc 210-3 ampères. Et quand je fais le calcul, j'obtiens 2,41 fois 10 puissance 4 secondes. Si je veux l'avoir en heures, il faut que je divise par 10 puissance par 3600 et ça fait 6,7 heures. La pile définie ainsi pourra fonctionner pendant 6,7 heures, et au bout de 6,7 heures, eh bien, mon réactif limitant sera totalement consommé, le réactif limitant étant Ag+, et j'aurai une partie de mon électrode de cuivre qui aura disparu, et ma pile s'arrêtera de fonctionner. Alors ça c'est en supposant que son intensité reste constante tout du long. C'est pas tout à fait vrai à la fin. Bon, il y a quelques exercices pour faire ce genre de calcul après qu'on fera par la suite. Enfin, dernière partie de ce cours. Alors c'est une partie où on vous demande juste de connaître quelques oxydants et réducteurs visuels. Donc là c'est un peu de par cœur, rien de très passionnant, mais ce sont des oxydants et réducteurs qu'on rencontre dans la vie de tous les jours et qu'on vous demande de connaître. Donc le premier est l'eau de Javel. Donc c'est un oxydant qu'on utilise pour désinfecter et pour blanchir. Alors c'est une solution d'ion hypochlorite Cl- en milieu basique. Il y a des Cl- et des HO-. Et le couple c'est Cl- Cl-, et la demi-équation c'est celle-là. Alors dans cette demi-équation, vous pouvez remarquer que normalement on équilibre avec des H+, et là elle est équilibrée avec des HO-. Alors c'est intéressant d'en parler un petit peu parce que l'eau de Javel c'est en milieu basique. Donc en milieu basique, H+, H3+, c'est pas rien. En milieu basique, H3+, il n'y en a quasiment pas. Les HO- sont majoritaires devant les H3+. Donc équilibré avec des H3+, ça ne correspond pas vraiment à la réalité. Donc ça, c'est celle que vous avez ici, la demi-équation. C'est celle qu'il faut utiliser pour raisonner après, pour savoir comment ça réagira chimiquement. Mais quand on va l'équilibrer, il faudra jamais essayer de l'équilibrer en se mettant directement en milieu basique. Pour équilibrer un couple oxydant-réducteur en milieu basique, on va utiliser exactement les mêmes étapes que celles qu'on connaît déjà.
Donc dans la première étape qu'on va faire, on va commencer par équilibrer avec H3O+. Si on ne fait pas comme ça, on n'arrive pas à équilibrer. Et ensuite, une fois qu'on a équilibré avec H3O+, on les élimine en les compensant avec des HO-. Donc je vais vous le montrer. Donc c'est pas au programme, hein, on ne vous demande pas de savoir le faire, mais c'est intéressant. Je le fais avec le couple ClO-, Cl-. Donc pour équilibrer ClO-, Cl-, on commence par équilibrer l'élément principal qui est Cl, qui est équilibré à gauche et à droite. Ensuite on équilibre les O avec H2O. Donc il faut que je mette H2O à droite pour avoir un O. Ensuite, on équilibre les H avec des H+. J'ai 2 H à droite, il faut que je mette 2 H+ à droite. Ensuite, on équilibre les charges avec des électrons. Les charges que j'ai à gauche, j'ai 1- et 2+, ça fait 1+. À droite, j'ai 1-. Il faut que j'enlève 2 charges plus à gauche pour avoir 1- à gauche et à droite. Et je le fais en ajoutant 2 électrons à gauche. Donc ça, c'est la première étape. Et ensuite, deuxième étape, je vais compenser chacun des H+ par des HO-. Donc ici, je vais rajouter 2 HO- à gauche. Et ici, je rajoute 2 HO- à droite. Quand je fais H+ plus HO-, c'est comme si je faisais réagir H3+ sur HO-, acide fort sur base forte, ça me forme de l'eau. H+ plus HO-, ça me fait un H2O. Si je fais H3+ plus HO-, ça me donne 2 H2O. Donc ici, ce que j'ai à gauche, là, mes 2 H+, plus mes 2 HO-, ça va me donner 2 H2O. Donc ça va me donner Cl- plus 2 H2O plus 2 électrons égale Cl- plus H2O plus 2 HO-. Puis je vois que j'ai des H2O à gauche et des H2O à droite. Je simplifie le H2O qui est à droite avec un des 2 H2O qui est à gauche. Et je retrouve bien Cl- plus H2O plus 2 électrons égale Cl- plus 2 HO-. Alors, quand on est en milieu basique, on est obligé de faire comme ça. On commence par passer par comme s'il était en milieu acide, et après on compense les H+ avec des HO-, sachant que chaque H++ plus HO-, ça va donner un H2O. Deuxième couple à connaître, enfin, surtout à savoir équilibrer. Le dioxygène gazeux, dissous dans l'eau, et l'oxydant du couple O2H2O, et la demi-équation, c'est celle-là. Cette demi-équation, il faut savoir l'établir. C'est pas compliqué. C'est important également, comme avec le couple du dihydrogène que vous avez à la fin. Donc ces deux couples-là, ils sont importants pour les piles à hydrogène. Ce sont des piles qui utilisent comme combustible O2 et H2. Alors O2, on le récupère dans l'air, c'est le dioxygène de l'air, et H2, il faut des réservoirs d'hydrogène, ce qui est technologiquement assez difficile à faire. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous faites réagir les deux, qu'est-ce que vous fabriquez? Eh bien, en bas là, avec avec H2, il y a des H+, donc c'est H3+, acide, c'est rien du tout. De toute façon, ils vont être échangés avec les H+ là pour O2. Et puis ce qu'on fabrique, c'est tout simplement
de l'eau. Et ce sera le seul produit qui sera fabriqué. Donc une pile à hydrogène, elle consomme du dihydrogène liquide, enfin pardon, du dihydrogène euh, qu'il faut mettre dans un réservoir, du dioxygène qu'on a dans l'air, et le seul produit qu'elle forme, c'est de l'eau, H2O. Donc c'est quelque chose. Et ça produit du courant parce que les électrons qui circulent, on peut les récupérer. Donc en fonctionnement, ça ne rejette que de l'eau. C'est très peu polluant en fonctionnement. Bon, après pour les fabriquer, pour les recycler, c'est loin d'être peu polluant, mais. Et pour fabriquer le hydrogène aussi, ça peut être polluant. Mais bon, en fonctionnement, ça ne l'est pas. Ensuite, couple avec le dichlore Cl2, un désinfectant et un agent blanchisseur. Bon, très facile à équilibrer. L'acide ascorbique ou vitamine C. C'est un réducteur. Le réducteur de ce couple-là, alors ça vous n'allez pas le savoir, retenez juste acide ascorbique, vitamine C. C'est un réducteur. Réducteur, c'est contraire d'oxydant. C'est ce qu'on appelle les antioxydants, quand on parle un peu en termes de nourriture. Donc ça empêche l'oxydation par le dioxygène de l'air. Donc c'est utilisé dans l'industrie alimentaire comme conservateur. Donc quand vous avez marqué antioxydant sur quelque chose que vous achetez, c'est souvent l'acide ascorbique, de la vitamine C, et ça permet d'éviter l'oxydation par le dioxygène de l'air. Et puis aussi, vous devez le savoir, ça permet de lutter contre le scorbut. Donc lors des longs voyages en bateau, lors de l'exploration, des grandes explorations maritimes qui duraient très longtemps, les marins qui ne pouvaient pas emporter beaucoup de fruits et de légumes manquaient de sources de vitamine C et pouvaient être atteints de scorbut. Tous les métaux, tels que le lithium, utilisés dans les accumulateurs, sont des réducteurs du couple. Alors, l'oxydant, c'est métal chargé positivement, le réducteur, c'est le métal tout court, et le métal est en couple avec N+, en libérant N électrons pour compenser. Et enfin, dernier point, vous devez connaître le rôle des métaux du bloc S d'un point de vue de l'oxydoréduction. Alors, pour les blocs, il faut utiliser la classification périodique des éléments. Petit rappel de seconde, la structure électronique. Ici, vous avez le bloc S avec S1, S2. Je vous rappelle la configuration électronique d'un atome. C'est du type 1s2, 2s2, 2p, jusqu'à 6, etc., etc. Les SPD, c'est les couches électroniques, et les 2 en haut à droite, là, c'est le nombre d'électrons qu'on peut mettre sur les couches électroniques. On peut en mettre 2 au maximum sur les couches S, et 6 au maximum sur les couches P. Et après, il y a du D et du F, qui n'était pas au programme, c'était vu en seconde, ça. Tout ça pour dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est les blocs S. Donc le bloc S, c'est ça. C'est ça qu'on appelle le bloc S. Dans le bloc S, vous avez alors l'hydrogène, qui est un cas à part, on s'en fiche. Il n'est pas dans les métaux du bloc S, donc on n'en parlera pas. Vous avez la première, ici, la première colonne, c'est les métaux alcalins, et puis la deuxième colonne, c'est les métaux alcalino-terreux. Il y a un terme commun entre les deux, c'est alcalin. Alcalin, c'était une sorte de synonyme de basique.
Et donc souvenir de 2 secondes aussi, les atomes peuvent former des ions pour leur but étant d'obtenir une configuration électronique d'un gaz noble. Ah tiens, une petite remarque ici, une classification périodique, c'est un vieux truc là, le gaz noble, il y a marqué gaz rare, aujourd'hui on les appelle gaz nobles et plus gaz rare. Et donc pour obtenir la configuration électronique d'un gaz noble, les atomes peuvent gagner ou perdre des électrons. Et quand on regarde ceux du bloc S, complètement à gauche, ils vont avoir tendance à perdre des électrons pour ressembler au gaz noble qui les précède. Par exemple, Na, il va avoir tendance à perdre un électron. Perdre un électron, c'est reculer d'une case vers la gauche, gagner un électron, c'est avancer une case vers la droite. Et reculer une case vers la gauche, ça l'amène à ressembler au néon. Là, il perd un électron. Et donc Na, il va avoir tendance à former l'ion Na+. Mg qui est juste à droite, il va avoir tendance à perdre 2 électrons et à former l'ion Mg2+. Mg2+, c'est la même chose que ce qu'on a vu ici pour les métaux. Donc je vais avoir tendance à avoir Mg, magnésium solide, qui va avoir tendance à former Mg2+, plus 2 électrons. Mg, c'est un réducteur, Mg2+, un oxydant. Donc les métaux alcalins et alcalino-terreux du bloc S sont des réducteurs. Je vais l'écrire pour la demi-équation pour le Na, celle que j'ai décidée. Na égale Na+, plus un électron, sodium solide. Donc je vois bien que c'est un réducteur, égal oxydant plus électron. Voilà. Donc j'ai fini pour la présentation de ce cours. Le cours complété est disponible dans le NT, où je vais mettre sur le drive en dessous, ainsi que les exercices et la correction des exercices. Donc ce qui vous reste à faire pour la semaine là, c'est de faire les exercices qui correspondent. Et puis quand un jour le NT remarchera, pas hésiter à me poser des questions via la messagerie de l'NT. Voilà, je vous souhaite bon courage avec ça, j'espère que ça se passera bien dans ces conditions, dans les conditions actuelles. Et puis je vous dis à bientôt et bon courage, au revoir.